Nous allons essayer de faire le point aujourd'hui de programmes non-Vici, ce programme d'entraide mis en place par le gouvernement togolais pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables touchées par les mesures de restriction prises dans le cadre de la riposte à la pandémie du coronavirus. Le programme non-Vici ne concerne pour le moment que le Grand Lomé. Pourquoi en est-il ainsi? C'est la question qu'on va poser à notre invité de ce jour, Maoussi Djossou Semondji. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'accepter notre invitation. Vous êtes député et président de la Commission des finances et du développement économique au niveau de l'Assemblée nationale. Je le disais, le programme non-Vici, c'est le programme du gouvernement. D'abord, à qui s'adresse prioritairement non-Vici? Merci beaucoup, encore une fois, pour l'opportunité qui nous est donnée de faire le point sur le programme non-Vici mis en place par le gouvernement. Ce programme s'adresse aux personnes vulnérables du Grand Lomé qui ont perdu leurs revenus, enfin, soit totalement, soit une partie de leurs revenus à cause des mesures de restriction qui ont été imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc, il s'agit... je vais citer quelques secteurs, en commençant par les émigrants, parce qu'on a interdit aux émigrants de transporter des passagers. Donc, eux, ils ont presque totalement perdu leurs revenus à cause de... Bon, ça, c'est pas encore totalement fait, parce qu'il y a encore des gens qui continuent de transporter des clients. Mais l'intention du gouvernement, c'est de dire que comme ils ne prennent plus de passagers, donc eux, ils ont perdu beaucoup plus de revenus que les autres. C'est pour ça que les allocations qui leur sont destinées sont plus élevées. Donc, il y a également nos sœurs et nos frères qui font des activités soit commerciales, en tout cas, ont des activités dans le secteur informel, et ils ne gagnent leurs revenus qu'au jour le jour. Donc, c'est les gens qui travaillent dans les marchés, et compte tenu du fait que l'interdiction du regroupement de plus de 100 personnes ou de 50 personnes frappe la clientèle de ces personnes-là. Donc, c'est à eux que le gouvernement a voulu donner des revenus de substitution pendant une période donnée, pendant 3 mois, qui est la période de l'urgence sanitaire. Mais pourquoi principalement ceux du Grand Lomé? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, les mesures de restriction, ça frappe quasiment tout le pays, disons. Bon, officiellement, les mesures de restriction ne sont édictées que pour le Grand Lomé pour l'instant. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du pays, il y a quand même un impact résiduel sur l'ensemble des activités. Mais pour le moment, il n'est pas interdit aux gens à l'intérieur du pays de faire du zémidjan, par exemple. Donc, c'est ça Mais la raison. Quand vous prenez par exemple des gens qui, un certain nombre de véhicules de 15 places, qui font du transport en tout cas entre plusieurs préfectures, qui peuvent faire du Lomé à Ného, du Lomé à Kpalimé, du Lomé à Takpamé, ils sont impactés également. Oui, ils sont impactés. Mais qui ne vivent pas peut-être à Lomé. C'est vrai, ils sont impactés, mais eux, leurs activités n'ont pas été arrêtées. On a réduit seulement le nombre de personnes qui peuvent transporter. Donc, l'impact sur ces personnes-là n'est pas le même que ceux de Lomé. Alors, en même temps, est-ce qu'il est, au niveau du gouvernement, prévu une extension, par exemple, à la ville de Sokodé, qui aujourd'hui se retrouve un peu sur le même registre que le Grand Lomé? Oui, c'est pas exclu. C'est pas exclu que le programme soit étendu à d'autres localités, même au-delà de Sokodé, puisque au fur et à mesure que
au fur et à mesure de l'évolution de la gravité de la maladie dans une localité, les mêmes mesures pourront être édictées et donc les personnes frappées par ces mesures-là auront le bénéfice certainement de novicier. Actuellement, moi je veux plus m'intéresser au cas de Sokodé par exemple. Aucun programme spécial n'a encore été fait pour eux puisque la ville est un peu aussi isolée des autres dans le Tchaoudjo là-bas. Oui, vous avez raison, mais comme vous le savez, l'évolution de la situation est analysée tous les jours et en fonction des constats qu'on fait par rapport à une localité donnée, des décisions pourraient être prises. Alors, au même moment, le programme même, revenons dans le fond. On a tous lu là-dessus, on a vu comment on peut en bénéficier. Beaucoup n'ont pas compris, par exemple, que pour un tel programme, c'est vrai qu'il s'adresse aux couches les plus vulnérables, on privilégie une pièce comme la carte d'électeur, alors qu'on aurait pu dire, par exemple, carte d'électeur ou carte d'identité. Oui, nous avons expliqué de long en large la raison pour laquelle la carte d'électeur a été retenue. La raison la plus simple, c'est que si on prend la carte d'identité nationale que les gens souhaitent qu'on retienne, il y a très peu de Togolais qui détiennent la carte d'identité nationale. Sûr, ouais. Et donc, le fait de choisir la carte d'électeur permet de localiser facilement là où sont supposées habiter ces personnes. Mais en plus de Togolais disposent de la carte d'électeur. Si on prend le cas de la carte nationale d'identité, il y a au maximum 1 500 000 personnes dans tout le Togo qui en ont. Y compris les mineurs. Bien sûr. Alors que pour la carte d'électeur, il y a plus de 3 600 000 personnes. Ouais. Donc c'était ça la raison principale. Mais ça a conduit aussi à beaucoup d'arnaques. Vous en avez été saisi? Bon, c'est vrai que certains ont tenté d'utiliser les cartes d'autres personnes. Mais l'ampleur qu'on décrit de cette arnaque-là n'est pas celle que nous avons connue. Bon, je n'ai pas eu les nouvelles pour les derniers jours, mais pour les 2 premiers jours, les gens ont crié à l'arnaque, mais sur 29 000 appels, il n'y avait que 22 appels pour porter plainte pour l'utilisation de la carte d'électeur autrui. Donc, l'ampleur n'était pas aussi grande que les gens ont pensé. Les gens ont dit même que c'est à cause de cette arnaque que le système a été suspendu. Non, ce n'était pas ça. Le système n'a pas été suspendu. Du tout. C'est le fait que beaucoup de gens cherchaient à accéder au système que ça s'est bloqué. Ça s'est saturé à un moment donné. Est-ce qu'au moment où nous parlons, Monsieur le ministre, le système est toujours opérationnel ou bien les inscriptions sont déjà arrêtées? Non, les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin de la période. La période de 3 mois. Donc les gens peuvent continuer à s'inscrire. Mais est-ce que vous avez essayé de voir la fiabilité même de ce système-là? C'est vrai, vous dites que les arnaques ne sont pas aussi importantes qu'on le décrit, mais il y en a quand même. Oui, il y en a. Ça veut dire qu'il y a des gens qui perçoivent se sentent arnaqués, ils doivent s'adresser au 855. Là aussi, pas en faisant le code, en faisant un appel. Oui. Là aussi, c'est la croix et la bannière. Bon, parce que moi j'ai essayé pour une tierce personne. L'appel, étant donné que beaucoup de gens appellent, c'est la saturation aussi qui fait que... Moi j'ai essayé pour une tierce personne que j'ai tenté d'inscrire. Le système répondait que le numéro de la carte d'identité est déjà connu ou bien il y a eu une erreur. Quand on a essayé d'appeler, ça nous a dit pour le français faites ceci, pour le V faites ceci, pour le cabier faites ceci. Mais lorsque vous le faites, après ça raccroche. Il n'y a plus aucune réponse et des cas comme ça nous sont rapportés par dizaines. Bon, moi je ne suis pas un technicien du système, mais ce que je dis aux gens, c'est que
nous allons rapporter ces difficultés-là aux autorités pour que des dispositions soient prises. Pendant les premiers jours, le blocage du système, pour résoudre le blocage du système, on a dû faire appel à des experts pour élargir comment on appelle la base du mécanisme pour permettre qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent appeler au même moment. Est-ce qu'on a la certification de la fiabilité du système? Pourquoi vous doutez de la fiabilité du système? C'est vrai que c'est un système qu'on peut améliorer progressivement en fonction des difficultés rencontrées. Mais il n'y a pas de problème de fiabilité. Alors aujourd'hui, Monsieur Semondi, vous avez eu un certain nombre de retours de personnes qui ont déjà bénéficié, puisque c'est instantané, dès que l'inscription est validée, il y en a qui reçoivent directement des messages où ils ont reçu des transferts. Oui. Est-ce que vous avez reçu des témoignages? Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant? Les gens apprécient cette aide à sa juste valeur? Bien sûr que les gens apprécient. C'est parce que les gens apprécient l'aide que beaucoup de gens cherchent à y accéder. J'ai ici le point de la situation au 13 avril à 19h. Il y avait eu en ce moment-là 954 000 personnes qui étaient enregistrées et sur ce nombre il y avait 421 000 personnes qui avaient déjà été bénéficiaires de l'aide. Donc, c'est considérable. C'est considérable. Le gouvernement trouve l'argent où pour ça? Vous savez que le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité d'un montant de 400 milliards. Ouais. Donc, toutes les actions sont financées, la plupart des actions sont financées sur ce fonds de solidarité. Donc, le fonds de solidarité reçoit d'abord une contribution de l'État, une contribution de nos partenaires techniques et financiers, comme le Fonds monétaire international dont les tirages ont été déjà faits. Il y a également la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement. Tous ces gens-là vont apporter des contributions. Nous attendons aussi des contributions des Togolais, de bonne volonté. Donc, c'est sur ce fonds-là que Novici est financé. Ça se fait, les contributions de bonne volonté, ça vient ou c'est très réticent? Je ne peux pas vous dire la situation actuelle, mais je crois que progressivement, des Togolais commencent à apporter des contributions. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ce programme Novici, pour les conducteurs de taxi-moto, par exemple, c'est 20 000 francs CFA qu'ils reçoivent par mois. Pour les autres secteurs, les autres personnes dans l'informel, les femmes, par exemple, sont à 12 250 francs et les hommes à 10 500 francs. Sur quelle base on a fixé ces montants? Bon, je ne vais pas pouvoir expliquer la base ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que la base est fixée par rapport aux besoins minimum dont un ménage a par jour. C'est la même technique que nous utilisons pour estimer le seuil de pauvreté. Donc, le seuil de pauvreté, c'est le montant d'argent dont a besoin une personne par jour pour subvenir à ses besoins essentiels, c'est-à-dire d'abord s'alimenter. La FAO estime que un adulte doit avoir 2300 calories par jour. Pour être en forme. Et en plus de ça, on ajoute certains éléments essentiels de la vie quotidienne. Oui, mais quand on prend par exemple ce qu'on a ici, je pense que les hommes perçoivent 10 500 francs le mois, ça revient au bas mot à moins de 500 francs par jour. Oui. C'est dérisoire.
C'est dérisoire, mais il faut compter que pour ces genres de personnes, quelles dépenses ils ont l'habitude de faire. Mais 10 500, monsieur le ministre. Vous savez combien les gens dépensent tous les jours à Lomé? À Lomé, aujourd'hui, la vie devient de plus en plus chère. Oui. C'est vrai que Lomé est l'une des capitales. Il ne faut pas compter seulement le revenu de l'homme. Il y a le revenu de la femme. Oui. Si dans un ménage, il est possible que l'homme bénéficie de cette aide et que la femme, son épouse également bénéficie de l'aide. De même qu'ils peuvent avoir aussi des enfants de plus de 18 ans qui sont dans le même ménage, qui peuvent avoir le bénéfice de cette aide. Donc ça fait quand même un montant assez considérable, relativement élevé. On ne va pas dire considérable, mais relativement élevé pour assurer le minimum. C'est pas, on ne veut pas, on n'a pas pour objectif de donner un confort absolu aux personnes. Non. On a dit, c'est d'abord les personnes vulnérables, mais c'est aussi un minimum dont chacun a besoin pour vivre au jour le jour. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais on a vu circuler sur des plateformes des aides pareilles pour d'autres pays. Les montants sont beaucoup plus importants. Oui, les gens nous citent le Sénégal. J'ai déjà répondu à une question comme ça en disant que quand nous partons de la base, je vous ai dit que la base est calculée par rapport au coût du panier de la ménagère. Ouais. Donc, sur cette base, déjà, la situation du Sénégal ne peut pas être la même que le Togo. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais ça ne veut pas dire que quand on regarde l'écart, c'est abyssal entre les deux pays. Je ne sais pas si les chiffres sont très exacts. On parle de 186 000 francs pour le Sénégal, par exemple, 150 000 francs pour le Gabon, 10 500 francs pour les hommes au Togo, 12 250 pour les femmes. Ça, on ne parle plus d'écart ici. C'est simplement énorme. Je ne connais pas vraiment le contenu de ces aides dans les pays que vous citez. Donc, je pense que ce n'est pas des situations comparables. On l'a dit, les conducteurs de taxi-moto bénéficient de 20 000 francs d'accompagnement le mois. Alors, aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les conducteurs de taxi-moto continuent de travailler. Mais c'est un programme qui a quand même été mis en place dans l'optique que leur activité va être arrêtée. Ça le sera finalement? Bien évidemment. Bon, j'espère que des dispositions seront prises pour contraindre les émigrants qui bénéficient de cette aide-là de ne plus continuer leurs activités parce que vous tous, vous savez quel impact les émigrants peuvent avoir dans la transmission de cette maladie. Au départ, un émigrant peut être sain. Il transporte quelqu'un qui est malade. Les gens disent ils vont porter les masques, mais le masque n'est que une infime partie de la possibilité de transmettre la maladie. Oui. La personne qui est malade peut avoir le virus sur les mains, sur ses habits, etc. Et tout le monde sait que quand on vous prend sur les émigrants, vous êtes collé au conducteur. Donc, le conducteur, il prend quelqu'un qui est contaminé, donc lui-même, il est contaminé, et ensuite, il va distribuer la maladie. Donc, c'est pas... Pour pouvoir préserver notre population, il vaut mieux que les gens prennent la décision vraiment d'arrêter cette activité. Mais ce n'est pas les gens qui vont le faire, c'est à l'autorité de le faire. Bien évidemment, j'espère que des dispositions seront prises pour contraindre les émigrants
d'arrêter l'activité. C'était déjà décidé pour le 4. Après, il y a eu un moratoire jusqu'au 11. Nous sommes aujourd'hui le 16, Monsieur le ministre. Oui. Les activités continuent. Vous avez raison que maintenant, en principe, des dispositions pour contraindre les émigrants devaient être prises. Ça va être fait quand? Ça, je ne peux pas le dire parce que non seulement je ne suis pas membre du gouvernement, ni du comité de crise, ni du comité de coordination. Donc, tout ce que nous, on peut faire, c'est d'attirer leur attention qu'il est nécessaire que des dispositions soient prises pour arrêter effectivement, parce que sinon, ça ne sert à rien. Oui. Hein? Si vous dites que nous donnons 10 000, 12 000, c'est pas suffisant, mais c'est en fonction des moyens du pays qu'on donne ce qu'on donne. Si en plus on fait ce sacrifice-là pour rien et que la contamination continue de s'élargir, c'est pas bien pour nous. Tous les citoyens doivent prendre conscience de leur rôle dans la limitation de la réduction de cette contamination. En même temps, beaucoup disent que la mesure qui a été prise pour le 4, qui a été rapportée sur le 11, n'est pas mise en œuvre parce que le gouvernement craint un soulèvement. On est avec un secteur très sensible. Oui, mais quel secteur sensible? Vous avez idée de ce qui se passe ailleurs? Les gens meurent comme des mouches. Bien sûr. Et puis, les gens ne peuvent pas prendre conscience du fait que il faut cesser de faire les activités pour qu'on maîtrise la maladie. Quel soulèvement? Non. Ça serait vraiment inconscient que les gens se soulèvent pour une affaire comme ça. Parce que dans certains pays, c'est un confinement total qui est fait. Donc, vous êtes à la maison, vous ne sortez, personne ne sort. Alors, je crois que nous devons prendre conscience. Chaque citoyen a sa responsabilité dans cette affaire. Hein? C'est vrai que le gouvernement aussi a ses responsabilités, mais chaque citoyen doit contribuer. Si on en revient un peu dans le fond du programme non-vici, je l'ai dit, dès l'inscription, certains ont reçu en même temps la somme une fois que leur inscription a été validée. Il y en a, et moi j'ai lu, parce que nous parcourons beaucoup également les plateformes, certains qui disent, bon, on a déjà reçu la première partie, la deuxième partie doit venir pour la deuxième moitié du mois, on est le 16, quand est-ce que ça va tomber? Oui, mais il faut le calcul comment? On a dit qu'on vous donne 10 500 par mois. Oui. Si vous recevez l'argent le 10 avril, c'est parti pour le 20 normalement. Il faut ajouter 2 semaines. Il faut ajouter 2 semaines pour la suite. Donc c'est en fonction de la date à laquelle chaque personne a reçu. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, on a dit que les allocations sont payées toutes les 2 semaines. Donc, quand vous recevez une allocation, vous devez attendre 2 semaines pour recevoir la suivante. Comment vous espérez, Monsieur le ministre, que ces fonds puissent être utilisés? On l'espère. De quelle manière, ça dit? On l'espère parce que ce qui a fait qu'on avait suspendu la mesure, c'est que le gouvernement comprend que quand les gens n'ont rien à manger, ils sont obligés de braver la maladie. Bon, maintenant qu'on leur donne un minimum, ils devaient pouvoir arrêter. Donc, c'est pour ça que je répète encore que chaque citoyen doit prendre conscience de sa responsabilité dans la gestion de cette pandémie. Alors, ma question touchait essentiellement la manière dont il faut utiliser de façon efficiente ces fonds en ces moments-ci. Ce n'est pas du gaspillage. Vous parlez du côté individuel? Bien sûr. C'est-à-dire que quand un étudiant prend 20 000, comment il va l'utiliser? Quand on va sur le site qui est dédié à ça, on dit c'est destiné à la consommation, il faut faire ci et ça. Alors, c'est l'idée dès le départ, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est pas de l'argent qu'il faut gaspiller à faire autre chose. Non. C'est pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires, principalement. C'est principalement ça. Donc, si les gens font d'autres calculs et qu'après ils disent que l'argent ne suffit pas, ça, c'est pas responsable non plus. C'est pas responsable.
Oui, mais en même temps, par exemple, 6100 et quelques pour une femme, avec le prix du bol de maïs, le prix de la farine de gari, le prix du ci, le prix de ça, bah, on n'a même pas encore fini de se ravitailler que c'est fini. Je me fais le porte-voix de ce que vivent les Togolais au quotidien. Dans la poche des gens, mais quand vous êtes 3 ou 4 personnes, quand vous achetez 2 bols de maïs, combien de fois vous pouvez préparer ça? C'est plusieurs jours. Hein. Donc, il faut, et puis en plus, il faut être sobre par rapport aux consommations. Parce qu'on vous dit que c'est le minimum vital qu'on vous donne. L'État n'a pas la prétention de mettre les citoyens dans du confort. On le sait, mais c'est le minimum. Donc, il faut savoir gérer avec parcimonie cette aide. Ça va durer 3 mois, c'est-à-dire le calcul a été fait en fonction de la période d'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire le Togo se dit d'ici 3 mois, on sera au bout du tunnel, c'est ça? On espère. On espère qu'on sera au bout du tunnel. C'est vrai que personne ne maîtrise en totalité la pandémie. Les gens, tous les pays du monde, les gens restent prudents. Donc, si vous suivez l'actualité en France, on vient de proroger le confinement jusqu'au 11 mai. Et il y a un certain nombre d'activités qui commenceront ce 11 mai, mais d'autres activités seront toujours aux arrêts. Donc, c'est avec prudence qu'on avance. Parce que, comme on le dit, c'est un ennemi invisible. Monsieur le ministre, merci d'être passé répondre à nos questions. Non, c'est un plaisir pour moi de contribuer à cette lutte en expliquant autant qu'on peut les programmes, les mesures qui sont prises par le gouvernement. Et en espérant aussi que tous les citoyens vont prendre conscience de leurs responsabilités pour que nous puissions maîtriser dans un temps raisonnable la maladie. Vous êtes le député président de la Commission des finances et du développement économique de l'Assemblée. Nous allons passer à la pause et juste après cette pause, on va continuer avec Regard croisé.